Bonsoir. J'ai entendu plein de trucs intéressants. J'espère que je n'ai pas oublié ce que je devais vous raconter. Alors, il y a presque 3 ans, je terminais mes études d'ingénieur à l'école polytechnique de Montréal, où j'essayais de fabriquer les matériaux de demain à partir de plantes. Et j'ai suivi tous les cours possibles et imaginables sur les problématiques environnementales, justement, et puis les enjeux scientifiques et techniques qui sont associés. Et ça, c'est moi l'an dernier. Je suis en train d'accrocher l'enseigne du café que j'allais inaugurer le soir même au centre-ville de Toulouse. Vous pourriez me dire quel est le lien? Ça pourrait vous surprendre, mais ce qui m'a amené à cet endroit, c'est vraiment les mêmes idées que celles que j'ai cultivées au Canada. Et la question que j'aimerais explorer avec vous ce soir, c'est qu'est-ce qu'une si petite initiative que ouvrir un café peut bien avoir à faire avec des enjeux aussi importants? Quel impact ça pourrait bien avoir? Alors pour parler de ça, ce soir, j'ai besoin de partager avec vous quelques constats autour des sciences et de comment elles sont perçues aujourd'hui par le public. La première chose qu'on peut se dire, c'est que, j'espère que vous appréciez la qualité des dessins, j'ai mis tout mon cœur. Aujourd'hui, les sciences avancent à un rythme accéléré, de plus en plus rapide. Si on veut devenir un spécialiste dans un domaine, ça prend de plus en plus de temps, de ressources, on se spécialise. Et au final, c'est à mettre en regard avec un certain écart qui se creuse avec les connaissances du grand public. Quand on est un citoyen ou une citoyenne lambda, on est de plus en plus éloigné de la pointe de la recherche dans de nombreux domaines. Et ça, c'est un peu préoccupant à l'époque où finalement ces enjeux scientifiques et techniques, ils ont un rôle prépondérant pour beaucoup d'enjeux auxquels on fait face en tant que société. On peut penser au changement climatique, aux questions liées à l'énergie, on peut penser aux enjeux éthiques autour de la biologie, je n'ai pas mentionné les nanotechnologies, tiens, je peux le faire. On peut penser à l'intelligence artificielle, aux biais humains qui se perpétuent à travers des algorithmes, enfin il y a beaucoup de choses qu'on pourrait mentionner. Et mon opinion, c'est que pour beaucoup de ces enjeux, on n'a pas tant besoin de nouvelles technologies, mais surtout de citoyens qui sont bien informés, avec un esprit critique affûté, qui peuvent passer à l'action avec les bonnes informations en main. La deuxième chose, c'est que malheureusement, aujourd'hui, pour beaucoup de gens, il y a une certaine méfiance envers les sciences qui se développe. Les sciences, ou la science, peuvent être un peu raccrochées à quelque chose de rigide, de froid, d'imposé, qui vient d'en haut, c'est élitiste. Parfois, il y a des intérêts économiques cachés. Des fois, c'est fantasmé, d'autres fois, c'est des craintes bien légitimes. Mais quoi qu'il en soit, ce qu'il faut retenir, c'est que pour beaucoup de gens, c'est de plus en plus difficile de savoir en qui on va accorder sa confiance, voire si on va accorder sa confiance à quelqu'un tout court sur ces sujets. Et puis pour glacer le gâteau, parce que sinon c'était pas assez bien déjà, il y a le problème des bulles d'opinion numérique. Donc ça, on en a tous fait plus ou moins l'expérience. On est dans une sphère de gens qui pensent plus ou moins comme nous, en ligne, et puis on se retrouve dans une logique du nous versus eux sur beaucoup de sujets. On est en police Arial 12 dans des espaces de commentaires à s'envoyer des trucs pas possibles. Et ça laisse très peu d'espace à la nuance, aux entre-deux, aux sujets qui ont de nombreuses facettes. Spoiler, tous les sujets ont de nombreuses facettes, donc c'est compliqué. Et d'autant plus en sciences, du coup, c'est vraiment très compliqué d'avoir des débats autour de ça. J'ajoute à ça qu'on n'a jamais eu autant besoin d'éducation à l'esprit critique quand on voit la vitesse à laquelle peuvent se diffuser des idées fausses, si elles ont fait vibrer la bonne corde émotionnelle ou les bons idéaux personnels qu'on peut avoir. Et attention, je ne suis pas en train de dire qu'il y a un groupe de gens qui est stupide et qui fait n'importe quoi, et puis il y a des gens, ils font attention, ils trient et tout. On est tous dans ce cas-là, quelque part. Donc c'est vraiment des mécanismes auxquels il faut faire très attention. Heureusement, ce tableau bien négatif est contrebalancé par un grand renouveau de la médiation scientifique. Aujourd'hui, nous, on a beaucoup de chance. J'ai mis YouTube direct avec le petit logo parce qu'en France, on a beaucoup de chaînes YouTube avec plein de gens qui font des trucs incroyables sur plein de domaines. Pour quelqu'un qui est curieux, c'est vraiment une grande chance qu'on a. Puis je ne parle même pas des chaînes anglophones. On a aussi des podcasts audio qui se développent. Et puis on a même des festivals un peu partout en France qui se développent autour de ça. Et la caractéristique qu'ont tous ces nouveaux acteurs, on pourrait dire, en commun, c'est qu'ils arrivent à parler de science de manière humoristique, un peu décalée, avec un certain ton informel, c'est convivial, quoi. Et ça, c'est vraiment bien, puisque au final, quand on passe un bon moment et qu'on rigole un bon coup, c'est quand même le meilleur moyen qu'on a pour revisiter les a priori qu'on a sur un sujet, voire même donner envie d'en savoir plus. Alors, 2 bémols, cela dit. Déjà, le contenu qui est en ligne, la plupart du temps, on va le consommer seul. On va peut-être le partager avec des gens ou en discuter de temps à autre, mais c'est vrai que la majorité du temps, on est seul avec ça. Et puis, les festivals qui ont lieu, c'est à un endroit, à un moment, si on peut y aller. Ça reste limité dans le temps.
Alors, si on parle de diffuser la science, il faut bien sûr mentionner tous les acteurs conventionnels qu'il y a, les bibliothèques, les musées, les centres de culture scientifique. Tout ça, c'est autant d'acteurs qui sont déjà présents là tout au long de l'année pour rendre la science accessible à tous. Mais rien n'étant parfait, ces institutions peuvent souffrir d'un certain handicap qu'elles ont, qui est l'image qu'elles ont auprès du public. Je m'explique. Même avec les personnes les plus motivées et les idées les plus efficaces, et il faut le dire, c'est un peu difficile si on manque de moyens dans le service public, il peut être très difficile de se battre contre le fait que le mot musée ou le mot bibliothèque arrive avec tout un florilège de clichés, d'idées reçues, et finalement ça va rendre la tâche très difficile à ces institutions-là pour arriver à sensibiliser des gens qui ne sont pas intéressés par ces sujets au départ, encore moins quelqu'un qui a un mauvais a priori envers ça. Typiquement pour les sciences, un mauvais souvenir scolaire, par exemple. Alors, toutes ces réflexions, je les ai eues avec un ami d'enfance qui était devenu biologiste, lui, et on se retrouvait tous les deux à se dire, on veut s'investir dans la diffusion des sciences au grand public, faire quelque chose là-dedans, parce qu'on pense que c'est important. On veut faire quelque chose pour cette histoire de méfiance envers les sciences, de polarisation des discussions. Et puis, nous, ce qui nous semble le plus simple, c'est d'injecter du lien social, du vrai dialogue entre les gens autour de ça. Et on voit tous ces nouveaux acteurs qui arrivent à avoir un côté cool, mais bon, voilà, c'est limité, ou alors c'est du contenu en ligne. Et puis il y a les acteurs conventionnels, mais du fait de leur nature institutionnelle, ils ont un certain handicap à avoir le côté décontracté que peuvent avoir les autres. Donc, comment on trouve notre entre-deux, notre brique complémentaire qu'on peut apporter à l'édifice? Alors, il faut bien commencer quelque part. Comment on fait un lieu physique qui attire par défaut un large public et où on peut parler d'un truc de manière conviviale? Bon, je vous l'ai grillé dans l'intro, du coup, vous voyez où je veux en venir. Dans la culture française, il n'y en a pas 30 000, c'est un café. Ok, faisons un café pour la diffusion des sciences, c'est logique, ok. Mais attention, je ne vous parle pas d'un café où on fait juste une conférence de temps à autre. Je vous parle d'un lieu qui est vraiment conçu et pensé de A à Z autour de ça. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'on puisse parler de sciences de manière rigoureuse et conviviale. Ça veut dire qu'il faut qu'on puisse prendre le temps d'examiner ses propres idées, ses propres opinions, celles des autres, avoir des discussions constructives autour de ça. Et puis qu'il y ait quelque chose pour titiller la curiosité des gens, pour sensibiliser ceux qui, au départ, s'en fichent complètement de ces sujets-là. Point bonus, c'est un café. Donc il faut payer le loyer. Donc il faut trouver un modèle économique qui est assez efficace tout en restant accessible pour le public. Alors, un café pour parler des sciences, c'est pas une idée incroyablement neuve. Donc le premier réflexe qu'on a eu, c'est où est-ce que ça a été fait? Qui l'a fait avant nous? Où? Sous quelle forme? Et on a été très étonnés de ne pas vraiment trouver. Alors il existe des cafés où on parle de sciences de temps à autre, ou des bars. Il y a des lieux culturels où il y a un petit côté salon thé, etc. Mais un café vraiment installé, conçu de A à Z pour la diffusion des sciences, on n'a pas vraiment trouvé. Donc on l'a créé. On a créé le premier café scientifique de France. Plus ça claquait, on était contents et tout. Et donc je vais partager avec vous notre petite recette pour de la culture scientifique conviviale. Alors c'est ni la seule ni la meilleure, mais on en est très satisfait. Alors la première chose, premier ingrédient, c'est qu'il faut un nom. Il faut bien nommer la chose. Et nous on est convaincus qu'il faut un nom qui soit sans lien évident avec les sciences. Parce que si vous mettez à la croisée des sciences dans la rue, on passe devant, on voit science, on fait « c'est pas pour moi ». Et donc voilà, on fait de l'entre-soi, on n'arrive pas à sensibiliser les gens qui ne se sentent pas proches de ces sujets au départ. Donc dans notre cas, Eurécafé, c'est un petit jeu de mots, un clin d'œil à Eureka, Archimède, mais pas plus. La deuxième chose, c'est qu'il faut que le lieu soit une invitation. Donc ça veut dire que dans les objets qu'il y a, dans la décoration, il y a des microscopes, il y a une fourmilière, il y a des jeux, il y a un simulateur de vol, on est à Toulouse quand même, il y a des bouquins, il y a des BD sur tous les domaines, pour tous les âges. L'idée, c'est vraiment qu'il y a des invitations. Tout ça, c'est autant de petites portes ouvertes à aller creuser des sujets autour des sciences. Mais attention, ça reste vraiment une invitation, ne l'impose pas. Quelqu'un peut très bien venir, jouer, discuter, faire quelque chose, et puis repartir sans avoir vu le début du mot science. L'idée, c'est vraiment d'avoir quelque chose qui est passif et qui est là pour donner envie. Finalement, chez nous, il y a beaucoup plus de ressources qui donnent envie d'aller ailleurs, une bibliothèque, une vidéo YouTube, que sais-je, plutôt que de plonger vraiment au cœur d'un sujet. La chose suivante, c'est qu'il faut absolument valoriser la prise de parole. C'est très important que dans la journée, quand nous, on va discuter avec les gens, qu'on soit disponible pour discuter avec les gens,
ou même quand on va faire des événements et qu'on va avoir des interactions avec des intervenants, il faut mettre en avant au maximum le partage, la prise de parole, le fait de pouvoir dire ce qu'on pense et d'écouter les autres et d'échanger autour de tout ça, et pas d'être dans quelque chose où, typiquement là, vous m'écoutez, je suis en train de parler. Donc, c'est très important de faire attention à ça pour qu'on puisse avancer, que chacun puisse avancer dans ses pensées. Le point suivant est un peu moins drôle, mais il est très important quand on parle de science. C'est la rigueur. Ça veut dire que dans nos recherches personnelles qu'on va faire avant de faire quelque chose, ou dans les liens qu'on développe avec les chercheurs et les chercheuses qu'on invite des labos pour venir parler au public, on est toujours rigoureux, on essaye d'être au plus proche du sujet, de faire attention à ce qu'on raconte. Et là, vous pourriez vous dire, rigoureux et convivial, c'est quand même un mariage un peu compliqué. Ben, au final, on était très content d'observer que non, le cadre qu'on avait créé, l'ambiance qu'on avait créée, suffit à vraiment créer une très bonne entente entre les membres du public ou entre le public et les intervenants. Et au final, on peut très bien faire un truc rigoureux et sérieux et convivial et on se marre bien. Et le dernier point, il n'y a pas d'image parce que je ne peux pas l'imager, il va falloir me croire sur parole. Il faut qu'on s'y sente bien. Alors, pourquoi ? Nous, on est convaincus que si on veut pouvoir examiner ses propres idées, ses propres opinions, discuter celles des autres, avoir un échange constructif autour de tout ça, il faut que chacun se sente à l'aise, bien, qu'on ne soit pas sur nos gardes. Sinon, ça peut virer au dialogue de sourds très vite sur des sujets un peu passionnels. Et donc, nous, on l'a traduit de la manière la plus basique qui soit, c'est il faut qu'on se sente à la maison. Donc, ça a plusieurs ramifications. Ça veut dire que, déjà, dans la manière dont le lieu est décoré, agencé, il faut que ça respire ça. Ça veut dire qu'on peut y aller quand on veut, donc les horaires soient le plus larges possible. Et puis ça veut dire aussi que quand on est chez soi, on peut faire un peu ce qu'on veut, on peut prendre ce qu'on veut sans demander à personne, donc il y a une forme de libre service. Très bien. Et donc voilà tous les ingrédients qu'on a utilisés pour donner vie à notre idée. Et le résultat, c'est Eurécafé, le café des curiosités, ouvert 7 jours sur 7, de 10h à 22h, et où vous pouvez venir utiliser ce que vous voulez, consommer ce que vous voulez, tout est à volonté en libre service. Là, vous me regardez en me disant « Yes, il y a un problème, comment ça tient debout cette histoire ?» Donc nous, le modèle qu'on a choisi, c'est d'avoir un tarif qui est au temps passé la journée et une entrée fixe le soir. Bien sûr, notre bémol, c'est qu'on ne sera jamais aussi accessible qu'un service public, mais on essaye de faire le maximum de pas dans cette direction. Alors, le projet est relativement jeune, on a fêté la première année le mois dernier, mais on a déjà une montagne de retours positifs et beaucoup de raisons de penser qu'on est dans la bonne direction, sur la bonne voie. Il me serait très difficile de vous expliquer tout ce qui s'y passe, parce qu'on a fait plus de 160 événements sur la première année, donc ça fait presque un tous les 2 jours, et je ne pourrais pas vous détailler toute la diversité. Mais je vais quand même vous raconter un exemple qui, pour moi, résume plutôt bien le potentiel que peut avoir cette approche de la culture scientifique conviviale. En mars dernier, avec 2 associations étudiantes, désolé, c'était à Paul Sabatier, c'était pas ici, on a organisé une conférence débat autour du glyphosate. Alors, s'il y a bien un sujet scientifique où il faut faire attention à ce qu'on dit, où il y a des passions qui peuvent se déchaîner et il y a des enjeux sociaux qui entourent tout ça, c'est celui-là. Donc, il faut faire attention. En plus des 2 intervenants qui étaient mobilisés par les associations, qui étaient 2 professeurs en lycée agricole, on a contacté l'Institut national de la recherche agronomique, donc l'INRA, grâce à qui 2 chercheurs sont venus en qualité de garants, juste pour apporter leur expertise, puisqu'ils étaient proches du sujet, et éviter que quelqu'un dise quelque chose complètement éloigné de la réalité, sans avoir de contrepoids, finalement. Alors, on a un petit peu stressé avant, et au final, on a été merveilleusement bien surpris, puisque tout s'est très bien passé. On a eu une super conférence, on a eu un débat mouvant où le public pouvait se positionner physiquement dans la salle et donner son avis, qui a été animé avec brio par les étudiants d'ailleurs. Et au final, même s'il y avait beaucoup de gens dans la salle qui avaient des opinions divergentes, c'est un euphémisme, croyez-moi, sur beaucoup de points, l'ambiance du lieu et la manière dont la parole de chacun était respectée a vraiment permis de garder une bonne cohésion, une bonne entente et d'avoir des échanges constructifs. À tel point que la responsable de communication de l'INRA m'a dit en partant, et c'est une personne qui a vu beaucoup de débats et de sujets et de discussions sur ce sujet, pardon, elle m'a dit en partant que la qualité des discussions qu'elle avait observées était bien meilleure que dans d'autres cadres plus sérieux, on pourrait dire, qu'un café, voire même entre certains scientifiques, ce qu'elle a vu avant.
Alors voilà une des nombreuses raisons qui fait qu'on pense qu'on est dans la bonne direction. Et c'est cette direction que j'aimerais vous laisser avant qu'on rentre tous chez soi ce soir ou qu'on aille discuter. C'est qu'aujourd'hui, on vit dans un monde complexe où les sciences et les technologies ont un rôle prépondérant à jouer dans les enjeux auxquels on fait face en tant que société. Pour faire face à ces enjeux, justement, il faut être nombreux, il faut être bien informé, avoir un esprit critique affûté, une culture de la nuance, et dans une certaine mesure, il faut qu'on s'entende bien pour coopérer. Et c'est pour toutes ces raisons que je pense que des initiatives comme la nôtre, aussi petites soient-elles, peuvent vraiment avoir un immense impact sur ces questions. Je pense que créer du lien social dans des endroits qui sont à taille humaine, où on peut partager la culture scientifique de manière conviviale et collective, c'est vraiment une direction dans laquelle il faut s'engouffrer. Et si vous n'êtes pas d'accord, je vous invite au 24 rue Gambetta à Toulouse, je vous offre un café et on en discute. Merci beaucoup.